Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! L'étape suivante, c'est faire du tri. Et c'est hyper important pour pouvoir en fait faire le point sur tous les jeux et toutes les activités que vous avez chez vous ou au sein d'une structure, pour les éducateurs qui travaillent en structure. Comme ça, vous savez exactement tout le matériel que vous avez et surtout, vous allez pouvoir commencer à le classer par thématique pour savoir quelles sont les compétences que vous allez pouvoir apprendre à un enfant avec telle ou telle activité. En plus, quand on est au sein de la maison, généralement on regarde la chambre de l'enfant, il y a plein de jeux, il y a plein d'activités, mais il ne se saisit de quasiment rien, hormis quelques jeux. Donc c'est très important de commencer par faire du tri. Avant de commencer ce tri, il y a une chose hyper importante à faire, c'est observer votre enfant. Vous allez voir que sur tout ce que vous avez comme jeu, activité au sein de la maison, votre enfant, finalement, ne va aller spontanément que vers quelques trucs. Très peu. Ça peut très bien être l'iPad, ça peut très bien être des petites voitures, ça peut très bien être... Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à repérer quels sont ses centres d'intérêt et quels sont les jeux vers lesquels il va spontanément. C'est important parce que ça, c'est ce qui va représenter vraiment les jeux qu'utilise votre enfant tout seul. Donc, ce qu'il aime vraiment faire. Sachez que souvent, les enfants autistes, entre autres, n'ont que très peu de centres d'intérêt. Donc, vous allez voir que sur tous les jeux et toutes les activités que vous avez, si vous observez bien votre enfant, il va jouer qu'avec un ou deux trucs. Il est important d'être vigilant et de faire la différence entre deux choses. Un enfant, par exemple, qui sait faire des puzzles. Si vous lui donnez un puzzle, il va faire les puzzles et il va s'occuper comme ça pendant, je sais pas moi, 10 minutes, 15 minutes, si ce n'est plus. Ça veut dire qu'il aime bien faire le puzzle, mais ce que vous devez vous demander, c'est est-ce que spontanément, il va chercher le puzzle? Ou est-ce que c'est vous qui lui apportez le puzzle à chaque fois? Il y a une vraie nuance à faire. Ce que l'enfant va considérer comme un jeu, c'est les choses pour lesquelles il va aller de manière spontanée. Ça, ce sera un vrai jeu pour lui. Tout ce que vous lui donnez, mais qu'il ne va pas chercher spontanément, c'est une activité. C'est une activité qu'il accepte de faire, mais c'est pas un vrai jeu pour lui. C'est pas grave, ça aura son utilité. Mais tout ce que l'enfant va aller chercher comme jeu de manière spontanée, c'est des choses que vous devez lui laisser à disposition, dans un premier temps. Et tout ce que l'enfant sait faire ou toutes les choses qu'il n'utilise pas, vous mettez tout ça de côté et là, vous allez aller faire du tri là-dedans. Donc, très important, observer son enfant et bien faire la différence entre ce qu'il considère être un jeu, qui est réellement spontané, et toutes les autres activités qui sont des activités occupationnelles qu'il accepte de faire, mais pour lesquelles il n'irait pas spontanément. Une fois que vous avez bien différencié les jeux de l'enfant et toutes les autres activités vers lesquelles l'enfant ne va pas spontanément, vous prenez toutes ces activités et là, il va falloir commencer à les ranger par catégorie et par thématique. Ça devient du matériel éducatif. Donc, vous allez, en fait, en faisant ce travail de se dire, ok, tel jeu, en fait, je vais l'utiliser pour apprendre à mon enfant telle chose ou telle compétence. Tel jeu, ça va plutôt servir à ça, etc., etc. Vous pouvez repositionner votre matériel aux bons endroits et les ranger en fonction des thématiques. C'est important à faire parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, on a souvent le même type de matériel et qu'il y a certainement plein de compétences que l'enfant aurait besoin de travailler, mais on n'a pas le matériel à la maison parce que comme l'enfant n'a jamais été sensible à ça, on n'y a jamais pensé. Et surtout, on n'a jamais vu, surtout quand on est parent, on ne voit pas les jeux comme du matériel éducatif, on les voit comme des jeux. Sauf que si l'enfant ne va pas vers ces jeux-là spontanément, c'est que ce ne sont pas des jeux. Donc, autant les utiliser en termes de matériel éducatif. Et donc, commencer à ranger par catégorie.
Alors, je vous ai listé quelques-unes des catégories principales. Bien évidemment, il n'y a pas tout, mais ça vous donne une petite base pour éventuellement pouvoir amorcer un premier tri chez vous. Donc, on a tout ce qui concerne les performances visuelles. Là-dedans, on peut trouver les puzzles, les mémories par exemple. Ensuite, on a tout ce qui relève de la motricité fine. Les perles, par exemple, ça c'est de la motricité fine. La motricité globale, les gros ballons, le trampoline, ce genre de choses. Ensuite, on a ce qui est sensoriel. Il peut très bien y avoir les lotos des odeurs ou tout ce qui est lumineux pour les enfants voilà, qui aiment bien le sensoriel, être au niveau de ce qui est lumineux ou certaines choses, certains jeux avec des textures spécifiques. Ça, c'est dans la catégorie sensorielle. Après, il y a les jeux de société. C'est déjà plus élaboré. Les jeux symboliques, c'est-à-dire tout ce qui est les poupées, les petites voitures, tout ça c'est pour voilà, vraiment apprendre ce qui est symbolique, c'est-à-dire les scènes qu'on va pouvoir revivre dans la vie. Donner à manger à un bébé, garer une voiture dans un parking, etc., etc. Ça, ce sont les jeux symboliques. Ensuite, on a les livres, ok. Les jeux qui concernent le repérage temporel, ça, si vous en avez, c'est pour apprendre l'heure, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres jeux. Si vous en avez, vous saurez que c'est du repérage temporel. Il y a les jeux de catégorisation. Alors, par exemple, catégorisation, ce serait les jeux de tri. Voilà, mais mettre le rouge avec tous les objets rouges, mettre les objets bleus avec tous les objets bleus. Voilà, ça c'est des supports de catégorisation. Et il y a tout ce qui est les jeux pour l'autonomie. Donc ça, il y en a encore plein d'autres. Voilà, et après, comme je vous le disais, la liste n'est pas exhaustive, je vous ai juste donné une petite base là pour commencer à amorcer un tri et à commencer à réfléchir en termes de matériel éducatif. Bien évidemment, il y a des activités qui vont rentrer dans plusieurs catégories. Choisissez-en une qui vous convient et c'est déjà bien, l'essentiel c'est que vous vous y retrouviez. Ce que je voudrais, c'est que vous ayez cette démarche de réfléchir, ok, tel jeu, ça peut apprendre à mon enfant à améliorer ses performances visuelles. Tel jeu, ah, ce sera plutôt la motricité, ok, ah, ou tiens, mon enfant, il aurait besoin de travailler sa motricité, mais j'ai pas de jeu pour travailler la motricité. Qu'est-ce que je peux... Et si vous voulez, ça va vous permettre de bien réfléchir et de voir en fonction de votre enfant les choses qui sont à travailler. Donc, c'est un rangement, c'est un tri qui a cet intérêt de vous permettre de voir finalement un petit peu où en est votre enfant dans ses apprentissages et quels sont ses besoins. Une fois que vous avez bien mis chaque jeu dans une catégorie, ce qui vous permet d'avoir un jeu qui équivaut dans votre esprit à telle ou telle compétence de travail que vous pourrez amorcer avec votre enfant, moi ce que je vous conseille c'est ou d'utiliser des bacs en plastique ou de mettre les jeux catégorie par catégorie dans des placards. Qui plus est fermé et éventuellement avec l'image, le pictogramme, non, l'image, la photo, des jeux qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous rendez les jeux inaccessibles à l'enfant, mais il y a quand même un visuel pour qu'il sache, lui, où se situe chaque chose. Ça a plusieurs raisons d'être. Bon, alors il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que ces jeux seront rangés, que ces activités, plus exactement, seront rangées, l'enfant ne pourra plus y avoir accès. Parce que généralement, tout ce que l'enfant ne voit pas n'existe pas vraiment pour lui. Donc, il ne va pas forcément aller chercher pour essayer de retrouver. S'il essaye d'aller chercher pour retrouver quelque chose, c'est que ce n'était pas une activité, c'est que c'était un jeu pour lui, puisqu'il y va de manière spontanée. Donc, ça n'a rien à faire dans les choses qui relèvent du matériel éducatif. En revanche, le fait de mettre un pictogramme sur chaque petit placard ou sur chaque petite boîte permettra aussi à l'enfant, sur du long terme, s'il veut faire quelque chose, de pouvoir venir vous montrer, bah voilà, c'est là-dedans que je veux quelque chose. En plus, chez les enfants autistes, il y a deux possibilités. Soit c'est, comme on dirait, des bordéliques, soit ce sont des hyper rigides du rangement. Et chaque chose doit avoir sa place, et c'est comme ça et pas autrement. Bien que des fois, on est un petit peu les deux. Mais le fait que vous mettiez vraiment chaque chose à sa place, surtout dans une chambre d'enfant, ça va permettre aussi à l'enfant de mieux se restructurer. Et voilà, telle chose, c'est à tel endroit. Du coup, il aura un repère, ce qui fait que sur du long terme, si par exemple ce matériel éducatif que vous utilisez pendant les séances pour jouer avec l'enfant ou pour travailler avec l'enfant en fonction de ce que vous voulez faire, si l'enfant arrive à décrypter les pictogrammes, il pourra vous montrer « Ok, j'aimerais bien qu'on fasse ce jeu-là », donc ça génère de l'interaction.
Donc, au final, le fait de ranger les choses par catégorie, déjà vous vous y retrouvez mieux au moment où vous voulez travailler certaines compétences avec votre enfant. Votre enfant, mais lui, son environnement est beaucoup plus structuré, donc automatiquement, il s'y retrouve aussi. Et l'utilisation des pictos, si il décrypte l'image, hein, bien évidemment, ça dépend des enfants, et ben il pourra s'en saisir. Comme il aura plus tout ça à disposition, il pourra aller vous solliciter, donc ça génère de la communication et des interactions entre l'enfant et vous pour qu'il puisse obtenir ce qu'il veut, qui est rangé et pas forcément accessible. En revanche, dans un premier temps, et j'insiste réellement, laissez bien à disposition à l'enfant tout ce qu'il considère être des jeux. Parce que si les trucs qu'il adore, vous les planquez et qu'il n'y a plus accès, à mon avis, il va y avoir des gros troubles du comportement. Et c'est pas du tout ce que je vous souhaite. En résumé, si vous envisagez de faire des séances de travail ou de jeu avec votre enfant, il vous faut un lieu épuré pour faciliter la concentration de l'enfant. Il faut bien faire la différence entre ce que l'enfant considère comme des jeux ou ce qui relève du matériel éducatif. Une fois que vous avez ce matériel éducatif, il faut le trier par catégorie en fonction des domaines de compétences que vous voulez travailler avec l'enfant. Par la suite, vous pouvez du coup ajouter des pictogrammes sur chacune des catégories pour permettre à l'enfant de mieux se repérer et éventuellement d'amorcer des demandes ou une communication pour que l'enfant puisse venir vous solliciter pour obtenir certaines activités qu'il y a dans les boîtes. Le tout, bien évidemment, de cette restructuration permet à l'enfant de mieux retrouver chaque chose, de savoir où se situe chaque chose dans l'espace, de mieux se situer dans son espace. Et c'est beaucoup plus contenant pour l'enfant. Donc, automatiquement, logiquement, là, vous le mettez dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer ou travailler avec lui. Voilà. Et bien, au boulot maintenant. Et je vous dis à bientôt.